Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Nos invités ont un point commun, ils sont tous passés par des études de compta. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, bref, ils font tous plus ou moins de la compta. Eh bien en réalité, pas tout à fait. Certains ont même quitté les métiers du chiffre pour devenir prof ou monter une entreprise par exemple. À travers ces parcours, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible en description. Bonne écoute! Bonjour Maïté. Bonjour Julie. Je suis trop contente de t'interroger aujourd'hui. Avant qu'on commence, je vais t'expliquer un peu les plusieurs parties du podcast. Donc, on va remonter au tout début, donc savoir un peu où t'es née, dans quel cadre familial. On va suivre un peu ton évolution avec les études que t'as faites, tes premières expériences pro, jusqu'à en arriver à où tu es aujourd'hui. Et avant qu'on commence, qu'on attaque dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, alors moi c'est Maïté, je m'appelle Maïté Saraye. Actuellement, je suis Head of Creativity chez Metacap. Donc c'est une société, une plateforme de croissance digitale qu'on a créée avec mon mari et qui est destinée aux experts comptables. Ok, top. Et on est dans un cadre un peu particulier. Est-ce que tu peux dire où on est et pourquoi je t'interroge ici ? Alors aujourd'hui, on se trouve au Grand Rex, dans la partie très secrète club. On est ici parce qu'aujourd'hui se tient la journée d'innovation organisée par Dracaris, qui est le fonds d'investissement de l'ordre des experts comptables. Et ils organisent aujourd'hui un concours de start-up pour lequel on a été retenu pour pitcher. Donc voilà, ça va se passer cet après-midi. Yes, bon, on espère que ça va bien se passer pour vous du coup. Donc si on remonte au tout début, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es née toi Maïté ? Alors, moi je suis née, vous entendez certainement mon gros accent, dans le sud-ouest de la France. Je suis née à Saint-Jean-de-Luz, voilà, auprès d'une famille modeste. Voilà, mes parents, mon père travaillait à la SNCF et ma mère, à l'époque, elle était commerçante. Ok, top. T'as des frères et sœurs ? Non, je suis fille unique. Ah, bah comme moi, ça fait un point commun. Voilà. Toi aussi, t'as souvent la question, est-ce que ça te manque les frères et sœurs ? Et en fait, comme t'en as jamais eu, ça te manque Exactement, on connaît pas ce manque en fait. Peut-être en grandissant, en voyant les autres, on se dit ah j'aurais bien aimé avoir une sœur. Mais moi personnellement, ça m'a jamais manqué. Au contraire, mon enfance, j'ai toujours su m'amuser toute seule. Donc, ouais, c'est ce que j'allais te voilà. demander du coup, vu que t'étais toute seule. C'était quoi qu'est-ce que t'aimais faire quand t'étais petite ? C'était quoi tes hobbies ? Donc bon, j'étais assez studieuse, alors j'aimais bien lire des livres animaliers, des encyclopédies, jouer à la maîtresse, voilà, tout ce genre de petits hobbies. Je sais pas, aussi, j'avais une passion très tôt pour les listes. Je faisais des listes, voilà. Des listes de courses ? Mais par exemple, quand il y avait un repas de famille, je devais absolument lister tous les invités qu'il y avait. Voilà. Et est-ce que tu avais une idée quand tu étais petite, genre est-ce qu'il y avait des métiers qui te faisaient rêver ? Tu te disais j'ai envie de faire ça plus tard ? En fait, non, j'avais pas de rêve. En fait, je me rends compte que j'étais très cartésienne parce que je disais avec mes mots d'enfant que je voulais travailler dans les papiers. D'où l'expertise comptable après. Voilà, après ça s'est éclairci. Bon, maintenant il n'y a plus beaucoup de papiers normalement. Mais... Oui, voilà, ouais, normalement on fait la chasse aux papiers maintenant. Ok, donc tu disais que tu étais plutôt studieuse, enfin t'avais des bonnes notes du coup Ouais, depuis toujours. Par exemple, mes parents, ils n'ont jamais eu d'efforts à faire pour faire tes devoirs, pas du tout. Moi, c'était mon kiff, les devoirs.
Et ouais, j'étais plutôt bonne élève, oui, j'aimais bien l'école. Donc, si on passe un peu au niveau du lycée, t'avais choisi quelle spécialité, toi? Alors, moi, j'étais une grosse brute. J'ai fait un bac scientifique avec spécialité maths. Donc, OF9 maths, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce choix. Enfin, ouais. Peut-être par élimination, je me sentais plus à l'aise avec les maths qu'avec la chimie ou la physique et la SVT. Je sais pas, ça avait plus de sens pour moi. Et du coup, à ce moment-là, tu te disais pas... Enfin, est-ce que tu envisageais un métier dans les sciences ou... Non. Le métier dans les sciences, je l'ai jamais envisagé parce que, bon, déjà, la médecine écartée totalement. Moi et le sang, c'est ma plus grosse phobie, je crois. Et après, oui, j'ai toujours été attirée par les maths. Et je savais très bien que j'allais pas faire maths spé, maths sup, bon voilà, ingénieur, bof. Et après, dans ma tête, j'ai toujours eu cette idée, voilà, de expert comptable parce que dans mon entourage. C'est venu comment alors? Parce que tu disais, on est passé de papier à expert comptable. Voilà, donc en fait, bon moi, mes parents, voilà, ils avaient des métiers de salariés, fonctionnaires. Mais dans leur entourage, il y avait des gens experts comptables, entrepreneurs. Et en fait, j'ai toujours donc été très proche d'eux et en discutant voilà, l'idée, elle a mûri de cette façon-là en fait. Bon, moi, j'ai toujours été passionnée de musique, et on me disait, voilà, si tu veux faire ce que tu veux dans ta vie, avec ces études-là d'expertise comptable, t'auras la logique d'entreprendre et de gestion et on va pas te la faire à l'envers. Donc ça a été vraiment l'argument déterminant qui m'a dit, bon, mais je vais me lancer dans ces études et quoi qu'il arrive, même si après j'ai envie de gérer une usine d'espadrilles, j'en serai capable parce que j'aurai la compréhension de l'entreprise. Voilà. C'est marrant parce que je trouve que c'est pas ce qu'on met en avant quand on te dit ou quand on te vend le métier d'expert comptable, tu vois, on te dit pas comme ça, si tu veux faire autre chose, tu pourras, tu vois, tu auras des bagages. Je trouve que c'est pas, on le met pas en avant, mais on va le voir avec ton parcours que c'est ce qui est bien, c'est que en fait, qu'on aille jusqu'au DEC ou pas, en fait, on peut faire plein de choses. On n'est pas obligé d'être expert comptable. Ouais, totalement. Et en fait, moi, je pense que j'ai eu quand même la chance dans cet entourage-là de tomber sur cet exemple justement de cette personne qui était expert comptable mais qui a repris l'entreprise familiale et voilà qui a connu du succès en fait. Et voilà, c'est ça qui m'a fait comprendre qu'en fait le métier d'expert comptable, ça ouvre vraiment beaucoup de portes. Et donc en études post-bac, alors comment ça se passe quand tu choisis ton cursus, est-ce que tu te dis du coup forcément je vais en compta, est-ce que tu fais une école de commerce, comment tu... Non, moi c'était une prise de risque, mais je sais pas pourquoi directement j'ai postulé en DCG. Voilà, il y avait des gens qui me disaient non mais t'as jamais fait de compta, tu sais pas ce que c'est, on m'a même dit tu vas jamais y arriver. Non mais j'étais en bac scientifique général, bon des plus et des moins, je pense que la compta quoi, ça me faisait pas vraiment peur. En fait, c'était les autres qui projetaient leur propre peur sur toi et qui te disaient disaient tu vas pas y arriver alors que toi tu te posais même pas la question. Ah non, moi je me posais même pas la question et même en fait c'est les croyances, voilà, elles viennent des autres parce que quelqu'un qui connaît pas ce parcours, il va pas forcément avoir des peurs, des appréhensions. On m'avait dit ah tu fais le DCG, le diplôme que personne n'arrive à avoir. Voilà, j'ai même entendu ça. Bon. Finalement, c'est fou. Mais tu vois, moi-même, si je reprends mon exemple, moi c'est pareil. Du coup, je voulais être expert comptable, donc j'ai fait la voie classique DCG comme toi. Et puis après, en fait, c'est une fois que je suis arrivée, je m'étais même pas trop renseignée. Tu vois, j'avais vu que c'était le parcours le plus simple pour être expert comptable. Et c'est une fois que je suis arrivée où en fait j'ai compris que le DCG c'était censé être un diplôme difficile, plus dur que le BTS et tout. Mais tu vois, moi je m'étais même pas posé la question. Genre, je me t'ai dit, oh, c'est le truc le plus simple. T'as 3 diplômes, ça va droit au but. Voilà, c'est direct. Ouais, complètement, c'est direct. Mais après, j'avais
j'avais compris que c'était la meilleure quand même la meilleure licence de gestion. Donc après, oui, les écoles de commerce, c'est très joli, tout ça, mais moi, j'avais pas envie d'endetter mes parents. Voilà, moi, mes parents, ils souhaitaient pas que je me mette à avoir un job à côté pour me concentrer du mieux que possible sur mes études. Donc voilà, je trouve que c'était un diplôme tout à fait qualifiant, donc je me suis dirigée vers ça, quoi. Et donc à ce moment-là, t'as jamais fait de compta et tu te rappelles comment ça se passe quand tu découvres la compta? Alors parce que moi j'ai mis du temps à comprendre la logique débit crédit, hein, je comprenais rien, je me disais mais il y a aucune logique là-dedans, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Moi, non, quand j'ai eu mon premier cours, franchement, j'ai adoré, ça m'a rassurée, quoi. Je me suis dit, ah, c'est ça, mais en fait, pour moi, la logique, elle était évidente et au contraire, ça m'a assurée. Après, ça m'a plu, enfin, vraiment, pour moi, ça avait du sens, ce que j'apprenais à ce moment-là. Ouais, parce que là, tu découvres un peu des matières, qu'on voit pas du tout, surtout quand on vient d'un bac scientifique, ça correspond à tes attentes, ça te plaît, ce que t'apprends. Oui, voilà, en fait, j'ai l'impression tout d'un coup de sortir dans du concret, parce que jusqu'à présent, c'est vrai, en terminale scientifique avec spécialité maths, tu fais des maths, mais il y a que des lettres, en fait. Il y a plus de chiffres, tu sais pas à quoi ça correspond. Enfin, oui, à des chiffres complexes, voilà, mais c'est très éloigné de la réalité. Moi, tu vois, c'est pareil, j'avais fait bac S spé maths et justement, c'est pour ça que je voulais faire de la compta parce qu'en fait, pour moi, la compta, ça avait vraiment un sens dans la vie réelle, alors Exactement. que, tu vois, sinon, on te demande de résoudre des équations, mais oui, mais quand j'ai la solution, ça veut dire quoi concrètement? Enfin, d'accord, j'ai trouvé que x égale 2, mais concrètement, c'était quoi le problème à la base? C'était pour compter le nombre de pommes, c'était pour quoi faire? Et au final, tu te retrouves à résoudre des trucs ultra complexes, mais t'arrives pas à savoir vraiment à quoi ça sert dans ton quotidien. Vraiment, c'était quoi le problème à résoudre? Tu vois, t'as pas forcément de sens à ce que tu fais, tu résous juste des chiffres. Ouais, complètement. Ouais. Après, ça, sans doute que ça doit préparer aux classes prépa, des choses comme ça, mais bon, oui, tout d'un coup, la compta, en fait, ça t'apporte du concret. Et puis aussi, en fait, moi, je me disais à l'époque, tout ce qui nous entoure, c'est des entreprises. Et ces entreprises-là, en fait, comprendre une entreprise, c'est comprendre le monde dans lequel tu vis, quoi. Parce qu'au final, et pour moi, je sais pas, c'était important et ça m'a attirée. Et donc, tu disais que t'étais plutôt bonne élève, en tout cas jusqu'au lycée. Est-ce que en DCG, c'était pareil? Ouais, franchement, ça a continué pareil. Après, voilà, j'ai aimé ce que j'apprenais, donc ça me posait pas de difficultés. Et oui, j'ai eu de très bonnes notes au DCG, j'avais des points d'avance. Mais voilà, j'ai pas galéré, quoi. Non, okay. Et je me suis pas laissée happer non plus par les soirées étudiantes, voilà. Ouais, t'étais plutôt team studieuse. Assez casanière, assez studieuse, ouais. Et donc alors en DCG, il faut faire des stages. Tu te rappelles comment t'as trouvé ton stage? Alors, je me rappelle plus exactement. Je pense que j'avais postulé de manière très classique. Lettre de motivation, CV, voilà. J'avais trouvé facilement. Enfin bon, le premier stage de DCG, je crois que c'était 1 mois. Donc ça va. 4 semaines, ouais. Et je l'ai fait dans un cabinet proche de chez moi. C'était un cabinet comptable, un des plus gros qu'il y avait dans le secteur. Donc c'était 4 semaines et c'est là que j'ai découvert la saisie comptable. Et alors tu l'as découvert, c'était une bonne découverte ou Non, sincèrement, ça m'a vite fait déchanter en fait. J'avais l'impression d'être un robot. Je trouvais que c'était des tâches très usantes. Comment dire, cérébralement, mais c'est usant, pas par la difficulté, par la répétition et le temps que ça prend, et voilà. Et est-ce que t'avais conscience que, entre guillemets, le job d'expert comptable, c'est pas ça, et que du coup, c'était juste le début? Oui, voilà, c'est ce que je me suis dit. Je voyais bien que l'expert comptable, il faisait pas ça du tout.
Donc je me suis dit, bon, c'est un début, c'est une prise en main, faut l'accepter au début, même si je trouvais ça vraiment très ingrat et que ça m'a fait déchanter clairement, quoi, vraiment. Ça a remis en cause le fait que tu veuilles être expert comptable déjà? Non, ça m'a pas fait douter de ça parce que je voyais bien que lui, c'était pas son job, hein, en fait. Donc je me suis dit, en fait, il faut dépasser un cap. C'est un peu comme quand tu te baignes dans l'océan et qu'il faut passer un peu le cap des mauvaises vagues pour nager tranquillement. Voilà, c'est pareil. Et ton stage de deuxième année, tu le fais au même endroit? Ouais, j'ai fait au même endroit. Bon, c'était 2 fois 1 mois. Je me suis pas cassé la tête à chercher autre chose. Puis quand même, ça s'était bien passé. Donc ça m'a pas gêné de repartir là-bas. Ouais. Et pareil, en deuxième année, t'as fait que de la saisie aussi ou Alors non, j'ai pas fait que de la saisie. J'ai fait... En fait, j'ai remplacé une personne à l'accueil. Donc en fait, j'étais plus au contact avec les clients et ça, en fait, ça m'a plu. De les accueillir, de discuter un peu, d'entendre leurs problèmes. Ça, franchement, ça m'a... C'est un peu... Ça sera, au final, le job à l'accueil, ça se rapproche peut-être un peu plus de ce que fait l'expert comptable que... Ben oui, parce que voilà, c'est le contact client, t'es au courant un peu des problématiques qu'il a, donc ouais, franchement, ouais, ça m'a plu, c'était sympa. Et parce que avec les missions que tu avais, donc tu disais en deuxième année où tu avais fait de la saisie, en première année pardon, et en deuxième année où tu avais fait de l'accueil, pour moi j'ai une question qui me vient, c'est du coup, qu'est-ce que tu as choisi comme thème pour ton rapport de stage, parce que c'est pas des... Oui, alors... Je pense que, tu vois, des fois il y en a qui nous écoutent et pour qui c'est compliqué de trouver un thème justement parce qu'ils se disent bah j'ai fait que de la saisie, ou par exemple de l'accueil ou un truc, enfin tu vois par exemple l'accueil entre guillemets ça a rien à voir avec ce que tu vois en cours et les thèmes qu'on pourrait te proposer, genre passage de telle forme de société à telle autre forme. Là toi enfin si je me mets à ta place, je me serais dit bah mince, qu'est-ce que je vais faire comme thème? Ouais, complètement. Ben je comprends, mais en fait moi ce que j'ai appris c'est que il faut provoquer un peu sa chance entre guillemets. Donc à l'époque, les sujets qui étaient intéressants, voilà, c'était justement, tu l'as évoqué, la transformation d'une société d'une forme à une autre. Et le gros sujet du moment, c'était la transformation en SAS. Donc, j'ai toqué à la porte de l'expert comptable et je lui ai dit que ça m'intéressait de faire mon rapport sur ça. Et c'est le sujet que j'ai choisi, en fait. L'intérêt pour le gérant de transformer sa société de SARL en SAS. Donc voilà, ouais, j'ai provoqué le truc en fait. Et j'ai travaillé avec lui, je l'ai sollicité. Ouais. Et là, ça t'a plu alors parce que vu que t'étais vraiment... je pense que tu voyais un peu plus du coup à quoi ça... ce que ça faisait un expert comptable, etc. Complètement, c'est le genre de thématique qu'un expert comptable va aborder avec ses clients et toute la recherche que j'avais fait d'optimisation de la rémunération, tout ça, ça ressemblait au métier et je trouvais ça plutôt amusant et intéressant. Ouais. Donc tu valides ton DCG en 3 ans. Ouais, en 3 ans. Ouais. Et après, est-ce que tu te poses la question d'aller en master CA, en DSCG, ou pour toi c'était clair? Oui, mon DCG, en fait, je l'ai fait dans un petit lycée à Tarbes. Et là-bas, c'était un peu... les routes, elles étaient un peu tracées. C'est-à-dire que si on avait une moyenne suffisante, on était admis en Master CCA à Pau. Et donc, on nous expliquait bien que le Master CCA nous donnait ensuite des équivalences pour passer le DSCG. Et après, le DSCG, donc c'était plutôt sur Toulouse, dans un lycée, voilà, je me rappelle plus exactement le nom, mais qui était... assez élitiste et après c'était en alternance et donc on nous le déconseillait un peu parce que c'est vrai que le programme il est assez chargé et donc faire ça en alternance à l'époque il nous disait que les chances de réussite elles étaient peut-être moindres et moi je me suis dit que j'avais pas bon déjà ça me faisait m'éloigner de chez mes parents donc voilà c'était un point et j'avais je sais pas je me voyais pas en fait assumer ce double emploi du temps. C'est marrant parce que pourtant aujourd'hui je pense qu'en général on conseille
justement d'aller en DSCG, Oui, de le oui, faire en alternance, tu vois. D'ailleurs, maintenant, même le master que j'ai fait, il le propose en alternance. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que j'aurais mieux fait de faire en alternance. Enfin, si c'était à refaire, j'aurais fait en alternance parce qu'après, tu sors avec une expérience en cabinet. Tu sais où t'atterris, tu sais à quoi t'attendre et ça change quand même beaucoup de choses. C'est marrant que tu dises ça parce que du coup, ça veut dire que peut-être que quand t'as fini ton master ou quand t'as fait ton stage, tu sentais que t'avais un décalage parce que ce que tu voyais en cours et ce qu'on faisait en cabinet, c'était pas... Ben oui, complètement. T'arrives complètement décalé. T'as pas manipulé de logiciel. Bon, après, ça va, c'est pas sorcier non plus. Hein, mais on s'y met vite. On est pas bête. Avec un master, on s'adapte rapidement. Mais voilà, au début, tu vois, moi, c'était un alternant qui me montrait comment ça marchait. Ouais, et tu te sens un peu... parce que t'es embauché et tu te sens pas légitime. T'as un problème parce que tu sais rien. Enfin, concrètement, voilà. en fait, on doit tout expliquer parce que oui, tu sais pas faire concrètement les choses. Oui, c'est exactement ça. T'es capable de faire des choses très poussées, mais les choses basiques, en fait, t'es passé à côté, quoi. Enfin, tu te sens un peu petit et en fait, je trouve que ta confiance en toi, elle prend un peu un coup à ce moment-là. Ouais, parce que là, tu te dis, j'ai un master et au final, entre guillemets, ça correspond pas le niveau de technicité et tout que t'apprends dans tes cours. Au final, t'arrives en cabinet et là, t'as l'impression de... Enfin, moi, ce que j'avais l'impression, c'est de retomber à zéro, tu vois. Exactement. Je me rappelle, un de tes posts, tu parlais de... Je savais même pas faire une déclaration de TVA. Oui, c'est ça. Alors que j'avais une super moyenne et tout, et t'arrives en cabinet et en gros, tu sais, en cours, on te dit, voilà, comment calculer la TVA, le truc. Mais sauf que concrètement, par exemple, le remboursement de TVA, on te dit, voilà, c'est la même formule que pour quand c'est une TVA à payer, mais on te dit, voilà, on peut demander le remboursement et tout. Mais concrètement, comment tu fais quand t'es devant ta déclaration de TVA et que tu veux demander le remboursement, en fait, ça, personne te l'apprend et du coup, tu te retrouves... tu vois, tu peux avoir ton collègue ou quoi qui te dit, bon, vas-y, tu peux demander le remboursement. Je sais pas comment on fait. Voilà. Ou même remplir une liasse, quoi. Enfin, c'est quand même un peu notre métier. Et c'est vrai que, voilà, en cours, on n'a jamais rempli de liasse, en fait. Et même, tu vois, moi, ce que je m'étais fait la réflexion, c'était révision. Parce que le mot révision, moi, je l'avais jamais... Je l'ai entendu la première fois en cabinet, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et tu vois, on te dit... pour le coup, moi, j'avais fait mon rapport de stage sur un peu... en gros, de la saisie au rendez-vous client, quoi, qu'est-ce qui se passe. Et pourtant, à aucun moment, je n'avais employé le mot révision parce que je ne savais pas ce que c'était. On n'emploie pas le mot quand on est à l'école. Et du coup, je disais genre faire un bilan ou ce genre de choses. Mais tu vois, je savais pas ce que c'était. Je trouve ça ouf. Alors que, entre guillemets... si j'enlève la saisie et la TVA, c'est, on va dire, le plus gros du métier. Enfin, tu vois, période fiscale et tout, je savais même pas ce que c'était. Et je trouve ça ouf qu'on n'ait pas, tu vois, on sait pas vraiment, voilà. même les mots. On manque déjà le jargon et puis on manque aussi de recul. Voilà, comme tu dis, réviser les comptes, c'est un exercice qu'il faudrait qu'on fasse peut-être plus souvent, quoi. Parce qu'au début, les premières revues avec l'expert comptable, presque t'as honte en fait. Parce que lui te dit, ah mais il te souligne des erreurs que, ouais, évidemment, mais... Oui, où on te donne un dossier, on te dit, bon vas-y, tu vas faire les révisions. Et puis tu sais, tu comprends pas trop parce que, en gros, moi comment on m'avait expliqué, c'est, du coup, tu passes sur tous les comptes et tu regardes si ça te semble correct, quoi. Mais comment je sais si c'est correct ou pas, tu vois. Voilà. Au fur et à mesure, si tu sais pas réviser tel ou tel compte, tu demandes là qu'est-ce que je dois vérifier. Te dis pour tel poste de charge, je vérifie qu'il n'y a pas de facture supérieure à 500 euros ou autre qui serait peut-être une IMO. Ça vient au fur et à mesure, mais tu vois, c'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école et je trouve ça dommage parce que comme tu le dis, en fait, t'as un master, donc t'as l'impression d'avoir fini quelque chose et en fait moi j'ai l'impression de retomber à zéro parce qu'en fait concrètement je sais rien faire, j'ai un bout de papier mais concrètement c'est ça, en fait tu te sens nul un peu et
ça peut te faire perdre confiance en toi, en plus de la pression que tu peux avoir dans un cabinet, quoi. Parce que toi, du coup, t'avais un stage quand même en master CCA. T'avais 2 Oui, stages bien ou sûr. t'en avais un? Attends, j'en avais un. Ouais, j'en ai eu un. Et tu l'as fait dans le même cabinet Non, pas du tout, parce que bon, du coup, là, j'étais vers Pau et je l'ai fait à PwC à Pau. Ouais. Et donc là, t'as choisi un big. Enfin, tu vois, c'était genre, tu savais ce que c'était un big. Tu savais que tu voulais aller dans un grand cabinet comme ça, ou juste, tu vois, t'es arrivé à PwC et après tu t'es dit ah oui, en fait, je savais pas. Non. En fait, je savais que c'était un big et j'avais envie de tenter cette expérience-là. En fait, moi, j'étais super curieuse. Mon objectif, je me suis dit, toutes tes expériences et tes 3 ans de stage, parce que déjà, je savais que j'allais faire mon stage d'expertise comptable. Je me disais, je veux vivre le maximum d'expériences possible. Je veux voir des choses différentes, je veux faire des choses différentes. Donc là, j'ai commencé par le big. J'ai postulé classiquement sur leur site internet et j'ai été retenue et voilà, j'étais super contente. Et c'était pour un poste en expertise ou en audit? En audit, ouais. Ah. Alors en plus, voilà, l'audit, c'est vrai qu'on étudiait ça en master. C'était un peu compliqué à comprendre sans expérience terrain. Donc ça m'a beaucoup aidé en fait de faire l'audit. Puis vu en fait aussi la vraie raison, c'est que je me disais que si j'allais dans un cabinet, j'allais refaire un stage saisie pendant 6 mois. Je me suis dit ça n'a pas de sens. Autant être stagiaire dans un cabinet d'audit, je vais faire des choses différentes. Mais du coup, vraiment, t'avais postulé dans l'optique de te dire je veux pas faire d'expertise parce que je veux pas refaire de la saisie. Oui. Tu voulais vraiment faire de l'audit. Ça par contre, oui, c'était un vrai argument. Hein. Je ne voulais pas refaire un stage saisie. Donc là, tu fais l'audit, ça te plaît l'audit ou... Oui, ça m'a plu. Ouais, parce que en fait, j'ai découvert le travail d'équipe. C'est vrai qu'en fait, quand on est en cabinet, qu'on est collaborateur, bon, on a notre portefeuille, le travail est assez individuel, même si on peut être amené, voilà, à poser des questions aux collègues et tout. Mais là, l'équipe, l'audit pour le coup, c'est un vrai travail d'équipe. Donc ça m'a plu. Puis c'est un travail qui bouge beaucoup. En fait, tu vas directement chez le client, tu es en immersion chez le client. Ça, j'ai trouvé très intéressant de découvrir à chaque fois les petites problématiques et tout. Puis après, bon, quand t'es jeune, t'aimes bien bouger un peu partout. Et franchement, l'audit, c'est fait pour quoi. Enfin... voilà, donc c'est très sympa. Du coup, tu valides ton master CCA? Ouais, j'ai validé mon master CCA. Le sujet, qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle plus. Bah, sur l'audit, je pense. En fait, je sais ce que j'ai fait. J'avais audité un incubateur de start-up. Tu peux expliquer ce que c'est un incubateur? Alors, un incubateur, c'est un lieu qui accueille des start-up et qui les accompagne dans le développement de leurs projets. Donc, cet environnement m'a beaucoup plu. Et j'ai décidé de faire mon sujet de mémoire sur le rôle de l'expert comptable dans l'accompagnement des startups. Parce qu'en fait, j'ai capté que ces startups-là, ils avaient besoin de cet accompagnement et qu'ils ne l'avaient pas. Tu vois, vraiment, c'était flagrant. Et pourtant, tu avais fait ton stage en audit et là, tu me parles d'un thème sur l'expert comptable. Justement, parce que en audit, ça t'ouvre les yeux sur plein de fonctionnements. Et voilà, et en fait, c'est cette expérience-là qui m'a saisie. Donc après, mon stage, encore une fois, moi, je mène le stage comme j'ai envie le sujet que j'ai envie de traiter. Donc après, je suis allée toquer à la porte de la partie expertise comptable chez Price et de ceux qui s'occupaient de l'accompagnement un peu des jeunes pousses. Et j'ai pu alimenter mon mémoire avec cette expérience-là. Et est-ce qu'à l'époque, peut-être ça t'a attiré l'entrepreneuriat parce que le fait, tu vois, d'être intéressé par les startups, les incubateurs et tout, est-ce que tu t'es dit ouais, c'est ça que je veux faire ou... Ouais, clairement, oui. Pour moi, je trouvais que c'était super vibrant.
comme environnement, et ça m'a clairement attirée, et c'est pour ça qu'après mon expérience elle a un peu viré vers ça. Ouais. Donc là, tu valides ton master CCA, tu passes ton DSCG juste après? Non, j'ai passé mon DSCG pendant le master. Dès la première année de master, j'ai passé les 2 yeux qui me manquaient. Et oui, c'est vrai, parce que comme tu avais un DCG, du coup, toi, tu pouvais passer... Exactement. Et en fait, j'ai fait ça par sécurité, parce que je me suis dit que si jamais je ratais une ou deux épreuves, ou les 2 épreuves, ça me laissait la marge derrière l'année d'après pour les repasser. Bon, j'ai eu de la chance, je les ai validées. C'est pas de la chance. Ouais, c'est beaucoup de travail. J'avoue que ça m'a rincé, mais j'étais contente de me débarrasser de ça, parce que là, pour le coup, t'entends beaucoup de gens qui arrivent jamais à valider. Bon, c'était ma phobie de me retrouver dans cette situation. Et ton objectif, c'était clair, c'était de t'inscrire au stage dès que tu avais oui, fini dès que tes je études. pouvais, ouais. Parce que j'ai toujours eu envie d'être indépendante le plus tôt possible, en fait. Donc pour moi, c'était de me débarrasser de ça, d'être expert comptable, et après de voir. Si je suis bien dans un cabinet, j'y reste, pas de problème, mais si ça va pas, au moins j'ai la possibilité de faire autre chose, et voilà, d'entreprendre. C'est un peu le passeport pour ouais, c'est le pour passeport. être indépendant après et faire complètement, faire ce qu'on veut. Ouais. Et donc là, forcément, tu cherches un cabinet pour faire ton stage. Oui. Donc en fait, mon conjoint a été embauché dans une autre région. Donc, je l'ai suivi, bien évidemment, et je postulais. Donc là, en fait, j'avais terminé mon expérience chez PwC. Bon, ça s'était très bien passé, pas de problème et tout. Mais voilà, j'avais dans la tête de plutôt me rapprocher de l'environnement start-up. Donc j'avais identifié plusieurs cabinets qui étaient spécialisés dans cet accompagnement-là. J'ai postulé. Bon, j'ai eu du mal à être recrutée. Enfin, il y avait pas, je pense, de besoin, je sais pas. Ça, je trouve que c'est marrant, parce que tu sais, j'ai l'impression que quand tu sors des études, surtout, je pense que c'est parce que tu n'avais pas fait d'alternance aussi, et que peut-être dans la région où tu étais, les personnes avaient peut-être fait de l'alternance, du coup, ils préféraient avoir des profils avec un peu d'expérience. Mais par exemple, tu vois, quand tu fais ton master en initial et qu'après tu cherches du coup un job, et encore plus pour commencer le stage, tu vas limite galérer à trouver. C'est ça. Et sauf que après, une fois que tu as 2-3 ans d'expérience, là t'es le roi du monde, tout le monde veut t'embaucher. Tu vois, je trouve ça fou, parce qu'au final les cabinets pourraient se dire ok, on fait le pari de prendre cette personne, on va la former, et comme ça on n'aura pas à recruter quelqu'un de plus expérimenté plus tard, parce que tu vois, on le prend à la source entre guillemets, alors qu'en fait ils veulent pas prendre c'est plus difficile de trouver quand tu démarres, et pourtant quelques années après t'as toutes les portes qui s'ouvrent. Je trouve ça dommage. Ouais, non, mais clairement. Et en fait, c'est là que j'ai capté que l'alternance, ça manquait, quoi. Vraiment, là, j'ai regretté. Je me suis dit, ah ouais, si j'avais fait de l'alternance, je m'en serais mieux sortie, parce que tous, en fait, bon, mais voilà, c'est le cliché, hein. Tu sors de l'école, on te demande 3 ans d'expérience. Excusez-moi, mais non, je n'ai pas ça. Et donc, d'un coup, t'acceptes un peu le premier truc qui vient, un salaire qui vient aussi, et voilà. Enfin, on t'avait promis à l'école que t'allais gagner X en ayant ce diplôme, et c'est là une seconde réalité qui te tombe dessus. Donc voilà, donc j'avais trouvé un petit cabinet qui m'a pris... il me payait au SMIC, donc en fait ça a pas duré longtemps, tu vois, parce que ça m'a fait déchanter. En plus, pour y aller, j'avais quand même 1 heure de route, donc j'avais pas mal de frais, et clairement, quand tu sors de cabinet, que t'es payé au SMIC, c'est pas motivant. T'as un bac plus 5, ok, tu sais rien faire, c'est pour ça qu'on te donne le SMIC. Mais ça donne pas envie, quoi. Enfin, voilà. Oui, mais c'est ça, parce que tu sais, t'as un peu... après, c'est pas forcément faux, mais c'est plus après quelques années d'expérience où tu peux mieux gagner ta vie. Mais tu vois, on peut avoir l'impression, on se dit, j'ai quand même fait un master, je vais gagner X. Et en fait,
Enfin, renseignez-vous sur les salaires en compta, mais je pense qu'il faut pas faire ce job pour le salaire. Non, ouais, parce que clairement, vous allez vite déchanter. Ouais, c'est clair. C'est clair que, ben voilà, niveau RH, c'est pas ça, quoi. Enfin, l'audit, ça paye beaucoup mieux. Après, voilà, c'est... Parce que toi, tu voulais pas continuer dans l'audit? Non, moi, je voulais pas continuer en audit parce que, voilà, j'avais découvert ce thème des startups, de l'accompagnement des startups, et je voulais approfondir ça. Et moi, mon but, voilà, c'était diversifier mes expériences. J'avais fait de l'audit. J'avais envie de voir autre chose. Donc, ce cabinet-là, tu l'avais un peu choisi, par défaut, et au final, Là, c'était par défaut, et en fait, je suis restée 2 mois, et dès que j'ai été embauchée dans le cabinet que je voulais, j'y suis allée, j'ai foncé. Et c'était quoi l'autre cabinet que tu voulais? Donc, c'était un autre cabinet qui était spécialisé dans les startups, justement. Enfin, oui, il y avait de tout, mais ils étaient spécialisés dans le crédit impôt recherche. Donc, ils avaient vraiment un pôle ingénieur, un pôle recherche de financement et un pôle d'accompagnement. Donc, ça correspondait à ce que toi, tu cherchais? Voilà, moi, le profil du cabinet, c'était vraiment le profil type du cabinet, entre guillemets, qui me faisait rêver, quoi. Enfin, voilà. Donc là, quelles sont tes missions du coup? Tu gères un portefeuille de start-up? T'as que des start-up? Alors non, parce qu'il y a d'autres réalités quand tu commences. On te fait pas confiance, donc c'est un cabinet où j'ai une très courte expérience. J'y suis restée 5 mois. J'ai pas pu rester plus parce que j'y arrivais pas en fait. J'arrivais pas. Ça s'est pas bien passé pour moi. Donc j'y suis partie. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé? C'est au niveau des missions, ça te convenait pas, ou... Au niveau des missions, au niveau des relations, c'était difficile pour moi. Donc au niveau des missions, j'ai eu un dossier poubelle qui était écœurant et qui, du coup, c'était pas motivant, tu vois. Donc j'ai rapidement cherché autre chose et dès que j'ai pu partir, voilà. Parce que là, c'est vraiment l'expérience qui te flingue ta confiance en toi, où tu te auto-rabaisses et tu te sens aussi rabaissé. Donc là, il y avait un gros travail à faire sur moi. À ce moment-là, t'étais en stage? Ouais, là, j'avais commencé mon stage, ouais. Donc tes 2 premières expériences, là, l'expérience de 2 mois et de 5 mois, c'était pendant ton stage? Non, que celle de 5 mois. Ok. Voilà, donc ensuite, j'ai été contactée par des chasseurs de tête. Et tu vois, c'est ouf parce que quelques mois avant, entre guillemets, tu galères et après... Et après, t'as l'impression qu'il y a un boulevard devant toi. Donc ils me proposaient d'être mieux payée. Et pareil, dans un cabinet qui m'attirait beaucoup. Mais c'était un cabinet, en fait, qui fonctionnait en mode start-up. Donc, ils ont embauché... Alors, leur fonctionnement, j'ai adoré. Franchement, le fonctionnement du cabinet, l'état d'esprit, je trouvais qu'ils avaient vraiment compris quelque chose, tu vois. Après, bon, j'ai été coupée dans ma période d'essai parce qu'ils avaient embauché 6 personnes en même temps que moi. Ils n'ont pas eu la croissance espérée parce qu'en fait, ils pensaient que leur croissance allait être exponentielle comme une start-up. Et ça a été beaucoup moins que ce qu'ils avaient envisagé. Donc, ils nous ont un petit peu virés, quoi, un petit peu à l'appel. Mais voilà, oui. Tu disais que il avait un fonctionnement un peu comme une start-up, c'est-à-dire c'était quoi qui était différent? Alors déjà, l'état d'esprit, l'esprit dans le cabinet était différent. La vision, il y avait un pôle avec des gens qui avaient un BTS qui étaient chargés de la production, exclusivement de la production. Et nous, ceux qui avaient un master ou le DSCG, on faisait partie d'une team conseil. Donc il y avait vraiment la partie production et conseil qui étaient séparés. Nous, on avait la relation client et la team production, on n'avait jamais contact avec le client, il passait par nous. Donc ça,
ça, déjà, c'est atypique. Et ensuite, dans le fonctionnement de l'information dans le cabinet, c'était super bien structuré. Dès qu'il manquait un truc, ça sortait dans le logiciel, tu vois, c'était super bien fait. Et en plus de ça, ils avaient une application particulière développée dans le cabinet et c'était super cool pour le client, quoi. Ils avaient un tableau de bord, ils avaient tout en temps réel et voir ça, c'est pas commun dans des cabinets et c'était intéressant de le voir. Ouais, c'était un environnement un peu tech, ouais, vachement automatisation. Ouais, vraiment. Et même après l'état d'esprit, tous les lundis, bon, il y avait une réunion pour voir. En fait, on était un peu impliqués dans la croissance du cabinet, quoi. Dans finalement le côté entrepreneur qu'un expert comptable a aussi. Voilà. Oui, mais c'est vrai qu'on nous en parle pas assez, tu sais. Enfin, quand on veut être expert comptable, on te prépare pas, on te dit pas tu vas être entrepreneur. Alors que quand on parle de l'expert comptable, en règle générale, c'est un expert comptable qui est associé, donc au final, il est aussi entrepreneur. Et pourtant, on le met pas assez en avant, ça. Tu vois, le fait d'être entrepreneur, on te dit, tu vas être expert comptable, mais en fait, la réalité, c'est que tu fais plus vraiment de la compta quand t'es... C'est ça, parce qu'en fait... Bon, ben voilà, c'est vrai que l'époque, elle a changé. Tu vois, avant, tu vissais ta plaque et t'avais des clients. Donc, et puis aussi, surtout, le marketing, le démarchage, c'était pas autorisé. Voilà, aujourd'hui, c'est pas pareil. On est dans un marché qui se libéralise. On l'a vu avec les CAC. Et ça va dans cette direction. Donc, bien sûr, aujourd'hui, l'expert comptable, en vissant sa plaque, eh bien, ça tombe plus comme avant. Il y a des nouveaux acteurs dans le marché et il faut qu'on se réveille et qu'on se mette nous aussi il faut qu'on s'y mette. Voilà, c'est tout. Et du coup, là, tu restes combien de temps dans ce cabinet-là? Alors, là, du coup, j'ai été coupée dans ma période d'essai, malheureusement. Donc, j'y suis restée 3 mois. 3 ou 2 mois, ouais. Et comment tu trouves après ton autre cabinet? Bah, décidément, toi qui voulais faire des expériences, là, t'étais... Ah ouais, là, j'étais super servie. Là, je te jure, j'ai vécu plein de choses. Et en fait, je suis allée dans le cabinet qu'une collègue m'avait conseillé, ouais. Où pour elle, ça s'était super bien passé. Et du coup, j'ai atterri comme ça là-bas. Et j'y suis restée. Voilà, j'y suis restée à peu près 1 an et demi, donc oui, c'était chouette, ça m'a plu, c'était un bon environnement. Et là, c'est pareil, c'était quoi tes missions? Est-ce qu'il y avait toujours alors là, pour le coup, start-up, etc. ou pas du tout? Je sais pas, enfin, franchement, je remercie l'expert comptable qui m'a accueillie parce que déjà, j'étais un peu un petit morceau, parce que là, je rigole aujourd'hui, mais quand tu vis ça pour de vrai, ça te désespère. Surtout, en fait, tu te prends une claque monumentale parce que quand toute ta vie, tu as eu des bonnes notes, voilà, t'as confiance en toi et puis là, tu te fracasses en fait. C'est fracassant. Et ce monsieur, il m'a pris et il m'a fait confiance et c'est la clé, quoi. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, trouvez un expert comptable qui vous fait confiance. Qui vous fait confiance parce que c'est cette confiance qui va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses, en fait. Et ça te donne une certaine liberté et c'est ça qui va t'autoriser à être avec tes clients, à être proactif, et franchement c'est ça qui a été très formateur pour moi et que j'ai adoré. Donc là, le fonctionnement était beaucoup plus classique, mais au final mes attentes, elles ont évolué. Je me suis dit, bon, le monde des startups, d'accord, au final c'est quoi une startup? C'est d'abord une petite entreprise. Ensuite, ok, elle est susceptible d'avoir une évolution, mais c'est intéressant de voir le fonctionnement de n'importe quelle en fait entreprise, de le comprendre, d'aider le dirigeant. Et en fait, donc le fonctionnement de ce cabinet était était classique, hein. En fait, tous les mois, j'allais chez mes clients. Et ça, c'est génial. Parce que tu as une relation avec ton client de proximité, vraiment, c'est là que tu la ressens. Dès qu'il a un projet, une question, il s'adresse à toi. Toi, tu vas te démener pour lui apporter la réponse.
Et ça a été super cool. Ouais, ça, j'ai adoré. C'est super intéressant ce que tu dis, tu sais, avec le fait que l'expert comptable t'a fait confiance, etc. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, quand t'es jeune, on te dit, en gros, non, mais toi, tu vas faire de la production pendant X années et après, peut-être que tu vas faire des choses intéressantes et tout. Mais en fait, si on te donne pas l'opportunité, c'est ça. En fait, ils partent du principe que tu es pas capable de le faire. Alors que, des fois, en fait, quand on te donne les choses, bah, en fait, tu les fais et Exactement. si on te donne pas En l'opportunité, forcément, tu sauras pas faire, quoi. Ah ouais, complètement. Après, je dis pas que ça a été facile, hein, parce que du coup, en termes de compétences, j'avais pas eu le temps d'évoluer. Mais là, c'était un peu violent parce que du coup, en fait, j'étais dans le grand bain sans savoir nager, quoi. Mais ça a été vraiment formateur. Et c'est vrai que c'était difficile parce qu'en fait, quand j'ai été embauchée, la situation, il y avait un peu une situation de détresse dans le cabinet parce que je remplaçais quelqu'un qui partait en congé avec un gros portefeuille client. Donc, je suis arrivée sur ça, en fait. Mais ça a été top. Enfin, moi, j'ai trop aimé. C'est ça, c'est formateur aussi. En janvier, en plus, donc période fiscale, tu vois. Ah oui. Non, ouais, juste avant la période fiscale. C'était exactement fin octobre, donc ouais. Pas trop de temps de te préparer, non. mais juste apprendre à remplir une TVA, quoi, tu vois. C'est ça, mais parce que des fois, du coup, justement, ça peut être dur sur le moment, mais après, c'est super formateur en général de faire des choses qu'on n'a jamais faites. Ouais. En fait, tu sens ta courbe de progression qui est vraiment en train de monter. Bon, après, t'as la phase où tu vas stagner, mais ouais, cette courbe, elle est intéressante. Et alors, tu dis que tu restes 1 an et demi, c'est toi qui veux encore voir autre chose. Après, pareil, mon conjoint, il a eu une opportunité ailleurs, donc je l'ai encore suivi. Mais bon, c'est pas plus mal, voilà. Enfin, moi, j'aime bien changer, donc ça m'a pas gênée. À ce moment-là, t'étais à peu près à 2 ans de stage, il devait te rester un an. Il me restait 1 an. Donc là, je me suis dit qu'il fallait encore que je fasse quelque chose de différent. Et surtout, là, j'ai découvert qu'en fait, on pouvait faire 1 an en entreprise et 1 an à l'étranger. Donc, on a saisi l'opportunité pour vivre cette expérience-là. Et voilà. Et donc, en fait, moi, qu'est-ce que j'avais dans ma tête à ce moment-là ? En fait, j'ai eu un client. C'est vraiment, dans le portefeuille que j'avais, c'était mon cas d'école. Voilà, c'est lui, il m'a vraiment appris plein de choses. Aujourd'hui, je retiens plein de leçons de ce client. Et une, c'était que dans son compte de résultats, il y avait une ligne publicité Facebook Ads monumentale. Et que c'était la première année de son exercice et que le petit jeune qui avait mon âge a fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et l'expert comptable, il était complètement choqué par ça. Et donc, en discutant avec lui, c'est là qu'il a commencé à m'expliquer sa stratégie de ads. Il faisait quoi ? Il faisait du dropshipping ou Même pas. Il vendait des portails. Il vendait des portails, des clôtures métalliques dans les résidences et son développement s'est fait essentiellement avec du ads. Donc, pour 100 000 euros de ads, il a fait plus d'1 million de chiffre d'affaires, quoi. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose. Il faut que tu saches ce que c'est parce que, en fait, tu reçois, toi, t'es comptable, t'as des factures. Ads, Google Ads, Facebook Ads, mais qu'est-ce que c'est ça? Et tu comprends pas, il y a plein de prélèvements, là, tu comprends même pas ce que c'est. L'expert comptable, il sait pas ce que c'est. Et en fait, aujourd'hui, c'est quand même important. De plus en plus de clients vont faire du dropshipping, de e-commerce, des ads, c'est actuel. Il faut comprendre tout ça. Même, enfin bon, après voilà, moi je suis partie loin. Hein. J'ai fait mon mémoire de DEC sur le digital, nouvelle source de croissance. Comment l'expert comptable peut créer une nouvelle mission en essayant d'accompagner les clients sur ces aspects-là, tu vois, les ads et tout, leur stratégie, voilà. Donc ouais, pour moi, c'est des nouvelles compétences à avoir et j'ai dirigé ma 3e année comme ça. Mais là, tu disais que tu avais du coup compris qu'on pouvait faire 1 an en entreprise et 1 an à l'étranger.
Et donc là, vous partez à l'étranger? Ouais. Là, on est parti à l'étranger parce qu'en fait, c'est mon conjoint qui a eu d'abord l'opportunité d'y aller. Et donc, voilà, nous, à la base, bon, lui, il se sentait bloqué par rapport à l'anglais. Il fallait l'anglais. Donc, très bien, on y allait. On est allé 1 an et... Vous êtes allé où? On est allé à Dubaï. Ouais, c'était super cool. C'était une bonne expérience. Et voilà, on a adoré. Et donc, c'était super intéressant par rapport à mon stage parce que j'ai intégré un cabinet de consulting et qui accompagnait aussi les entreprises dans l'aspect stratégie digitale. Donc c'est là que ça m'a vraiment... Là, t'étais pas du tout dans un cabinet d'expertise comptable. Enfin, c'était 1 an en entreprise et à l'étranger, c'était les deux. Voilà, c'est ça. Donc c'était un cabinet de consulting. Donc ils accompagnaient les entreprises, vraiment, ils faisaient leur gestion, etc. Mais il y avait ce gros aspect-là qui était super intéressant. Et en fait, quand tu vas à l'étranger, tu te rends compte que le statut d'expert comptable, il n'a pas de valeur. Donc les gens qui font de la gestion, ils sont obligés un peu de se réinventer parce qu'ils sont pas protégés par un monopole. La tenue comptable, ça, non, tout le monde peut le faire. Donc ils sont pas protégés par ça, donc il faut qu'ils proposent des missions à forte valeur ajoutée. Et celle-là, ça en fait partie parce qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin d'une visibilité digitale, donc voilà. Et toi, t'étais dans quel pôle alors? T'étais dans le pôle gestion ou t'étais Ouais, moi j'étais encore une fois dans le pôle gestion, mais encore une fois j'ai toqué à l'autre porte. Et qu'est-ce que tu faisais du coup? Qu'est-ce que t'avais comme mission? Alors, la mission classique d'accompagnement, comme j'ai pu faire dans le cabinet précédent, mais après voilà, c'est là que j'ai mis le nez dans les stratégies digitales de bout en bout des entreprises. Voilà, de tout quoi, du budget, de comment ils travaillaient leur image, de tout ça, du SEO. Voilà, donc ça m'a énormément formée en marketing digital. Et donc, je sais pas comment ça se passe à Dubaï. Enfin, vous parliez français ou... Ah non, c'était anglais. Ouais, là c'était anglais. Après, c'est vrai, il y a des boîtes françaises et tout, mais moi j'étais en anglais, ouais. Et t'avais déjà des notions d'anglais? Enfin, tu savais parler anglais? En fait, tu sais, il faut pas avoir peur de ça parce que là-bas, typiquement, c'est un pays d'expatriés où il y a des gens du monde entier. On va pas c'est pas comme en France où quelqu'un qui parle mal français, on va le juger, on va le prendre de haut, tu vois. Là-bas, non, tu parles, on te comprend, tu vas progresser. Enfin, il n'y a pas de complexe en fait. Il n'y a pas de complexe. Tout le monde n'a pas un anglais parfait, donc voilà, c'est pas, je sais pas comment c'est à Londres, mais en tout cas là-bas, c'est super tolérant, quoi. Et comment tu fais, parce que là, tu étais en 3e année de stage et tu étais à l'international, comment ça se passe? Les journées de formation, c'est à distance, c'est quand même des journées de formation à l'ordre de France, comment ça se passe? J'avais anticipé des formations en présentiel. Ça, je sais, avant mon départ. Il fallait... Et ensuite, il y a des dispenses aussi de certaines formations. Après, bien sûr, tu as les e-learning à faire et tout, les rapports. Mais c'est tout. J'ai pas souvenir. Peut-être en visio. Franchement, je me rappelle pas. Je sais que j'ai eu des dispenses et que j'ai préparé des présentiels en avance. Et voilà. Et après, bien sûr, tout ce qui est rapport et rapports, e-learning, ça reste obligatoire. Et tu disais que ton thème de mémoire, alors tu l'as fait sur développer de la croissance pour les cabinets. C'était quoi? C'était proposer des nouvelles missions? En fait, pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, l'expert comptable, aujourd'hui, on recherche toujours des idées de missions à forte valeur ajoutée. Et je me suis dit, mais ça, c'est une très forte valeur ajoutée et l'expert comptable peut le faire. Parce qu'au final, toutes ces stratégies de ads et tout, il y a aussi derrière une très forte gestion budgétaire qui est très importante. Donc, oui, l'expert comptable, pour moi, c'était évident qu'il pouvait avoir ce rôle. Le calcul de retour sur investissement. Bien sûr, ouais, tout le suivi des performances, voilà, tout ce travail-là. Donc pour moi, je me suis dit, mais c'est une trop bonne idée en fait, il faut qu'on fasse ça.
Mais la majorité des experts comptables, ils sont pas trop formés en marketing. Alors qu'est-ce que tu... Non, ils sont pas formés. Alors dans mon mémoire, je proposais des modules pour introduire toutes ces notions-là, des modules de formation que j'avais construits. C'est vrai que tu vois, c'est assez compliqué parce qu'un expert comptable, il va te dire non mais moi j'ai pas le temps de me former à... Voilà, donc il faut prendre le temps aussi. Ouais, des fois. voilà, il faut prendre le temps. Et puis quand même, aujourd'hui, quand tu regardes la documentation qu'il peut y avoir sur Bibliothèque, eh bien, tu vois qu'il y a quand même de plus en plus de mémoires déjà faits sur l'inbound marketing et tout ça. Et moi, sincèrement, ça m'a aussi permis d'en savoir plus, tu vois. Donc, j'ai construit un peu mes modules de formation par rapport à tout ça. Et donc là, à ce moment-là, vous étiez à Dubaï et t'es revenu en France pour passer les épreuves du DEC Oui, tout à fait, ouais. Maintenant, il y a une décentralisation des épreuves. Donc, je pense que si tu vas à l'étranger, tu peux les passer dans un consulat. Je sais qu'il y a une décentralisation au niveau des régions parce que bon, pour ceux qui nous écoutent, ça fait pas longtemps, ça doit faire 6 mois ou 1 an. En fait, avant les épreuves du DEC, c'était à Paris, donc en fait tout le monde venait à Paris. Et là, ça fait 6 mois, 1 an que c'est décentralisé dans les régions, donc en fait vous pouvez le passer dans votre région, mais ce qui n'était pas le cas avant. Par contre, au niveau international, ça, je t'avoue, je sais pas. Oui, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Bon, faut se renseigner, mais je me rappelle plus. En tout cas, bon, moi, c'était pas le cas, donc je suis venue à Paris. Ouais. Et ça te faisait pas peur un peu de te dire, je vais présenter un mémoire un peu sur le marketing et tout, alors que entre guillemets, rien à voir avec un sujet classique de compta, fiscalité. Ouais, c'est vrai. Je savais que c'était une prise de risque, mais en fait, c'était un sujet qui me passionnait tellement. Moi, j'étais prête à en découdre, en fait. J'étais super convaincue que ça pouvait marcher, et je le suis encore. Enfin, là, pour le moment, j'ai pas de cabinet, mais le jour où j'en aurai un, c'est clairement vers ça que j'irai. Et puis en plus, au sein de la profession même, il y a le cabinet World of Numérique de Sana Moussaïd, qui est déjà un très bel exemple. Donc, pour moi, ça avait tout son sens de présenter un mémoire sur ça. Certes, il y avait beaucoup de mémoires déjà faits sur l'inbound marketing, mais appliqués au cabinet lui-même. Et moi, là, ma différence, c'était de proposer un accompagnement pour le client. Donc là, tu passes ton DEC, tu l'obtiens ? Alors non. Oui, bon, j'ai obtenu les épreuves écrites, mais j'ai été recalée. T'as eu combien au mémoire Au mémoire, j'ai eu 7. Parce qu'il faut savoir que la note éliminatoire au mémoire de DEC, c'est 10. Voilà, donc j'ai été éliminée, ouais. J'ai été éliminée. En fait, j'ai compris, ils m'ont fait les remarques. La première version de mon mémoire n'intégrait pas trop de pédagogie, tu vois. Il était moins pédagogique. Et quand, le jury sur lequel je suis tombée, c'est vrai que c'était quand même un jury d'un certain âge, donc pour eux c'était des notions un peu effrayantes en fait. Et toi, du coup, t'avais bossé le sujet entre guillemets de ton côté et t'avais acquis peut-être des connaissances en marketing digital que eux n'ont pas et que la majorité des experts comptables n'ont pas. Voilà, exactement. Et en fait, quand t'abordes un sujet comme ça, la difficulté c'est de vulgariser toutes les notions. Voilà, donc oui, donc la première version, c'est ce qui me manquait, puis après, rapidement, j'ai corrigé ce qu'ils m'ont demandé, et je suis repassée, et là c'est passé, ouais. Tu l'as eu, t'as eu quelle note du coup? Là, en vrai, j'ai eu 10, mais c'était suffisant. Voilà, c'était suffisant. C'était juste pour te dire, c'est bon, tu l'as. Ouais, c'était bon, et j'étais très contente, même avec mon 10. C'est pas glorieux, mais c'était cool, ouais. Et parce que je trouve que quand t'as un sujet quand même un peu décalé, tu vois, bon, le jury que t'as en face de toi, voilà, ils sont pas forcément d'accord. Ils essaient de faire preuve d'objectivité et de réalisme aussi, parce que la discussion que t'as avec eux, c'est vraiment une discussion de pro, quoi. Enfin, moi, je suis expert comptable, je veux voir comment je vais faire ça dans mon cabinet. Et le fait qu'il m'ait donné, pour moi, c'est un peu un premier pas, tu vois, c'est
C'est un dire, pas je valide que tu peux être expert comptable. Je valide, mais je valide aussi ta vision, surtout ça. Plus le fait d'être expert comptable, parce que bon, tôt ou tard, écoute, ça aurait pas marché, j'aurais fait un sujet classique, il serait passé, quoi. Enfin, oui, certainement, si je l'avais bien fait, mais... Et même quand tu parles, ça se voit que t'es passionné par ton sujet et c'est super important. Enfin, quand tu fais un mémoire de 100 pages et après, je sais pas voilà. exactement le nombre d'heures qu'on passe dessus, mais... De toute façon, c'est énorme, donc moi, je conseille à tout le monde... si vous devez écrire 200 pages, il faut que ça vous plaise, hein, parce que donc voilà, il faut pas hésiter en fait à provoquer son destin. C'est minimum 100 pages. En fait, ouais, c'est 100 pages. Il faut pas dépasser 100 pages de l'intro à la conclusion, mais ensuite, bon, avec tout ce qui est annexe et tout, t'es vite à 180, 200, ouais, facile. Mais c'est vraiment, le mémoire, faut vraiment s'investir et du coup, il faut trouver un sujet qui vous éclate et même si c'est un sujet qui, de base, peut-être on se dit mais c'est pas de la compta, c'est pas de la fiscalité, il y a de plus en plus de sujets sur la RSE, sur le management, sur le marketing et du coup, il faut pas avoir peur d'aller dans ces sujets-là parce que justement, vu que ça te passionne, tu vas... ça va se ressentir aussi à l'oral et... C'est ça, en fait, il faut arrêter de penser et il faut casser cette idée que c'est déconnecté de notre profession. Non, aujourd'hui, c'est trop important pour notre profession, au même titre que peut-être une compétence fiscale. Aujourd'hui, en plus, on a des clients qui sont de plus en plus informés. Donc, tout ça, cette technicité, c'est bien de l'avoir, et on a, de toute façon, une vision conseil qui sera meilleure que la leur. Mais au même titre, la vision marketing, elle est très importante. Et c'est ça qu'il faut casser, en fait. Que ça soit pour notre propre cabinet, si on en a un, ou pour comprendre le business de ses clients aussi. Complètement. Et plus tu comprends le business de tes clients, et mieux tu vas les conseiller. Donc, c'est super important. Et là, à ce moment-là, quand tu passes le deck, que tu l'obtiens, t'as toujours... en tête d'être expert comptable ou d'ouvrir ton cabinet ou pas? Alors à ce moment-là, c'est vrai qu'on a réfléchi un peu à des projets, donc notamment voilà Metacab, on travaille déjà dessus. Donc ça aussi, l'expérience à l'étranger, elle t'ouvre des idées en fait. Et tu travaillais déjà avant de passer ton deck, t'avais déjà l'idée de monter une boîte. J'avais fini mon stage, donc j'avais fini mon contrat et je travaillais déjà sur ce projet-là. Enfin en fait, quand tu t'es imbibé, imbibé c'est pas le mot, mais dans cette thématique, quand tu baignes dans ce que t'aimes faire, tu te dis il faut absolument que je fasse quelque chose, un apport. Et puis en fait, quand tu travailles sur ton mémoire, t'es trop dans la logique, je dois faire un apport à la profession. Et ça devient presque obsessionnel. Et du coup, tu te mets à travailler vraiment profondément sur cette question-là. Et voilà, comment t'as eu l'idée justement de lancer ta boîte parce qu'en plus, il y a deux choses. Il y a la confrérie et il y a Metacab. Je crois que la confrérie, c'était en premier. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est alors la confrérie, en fait, on a commencé par créer des formations digitales. Donc, moi, mon compagnon, il est spécialisé dans la data. Donc lui, il a créé plutôt du contenu data pour montrer comment automatiser beaucoup de tâches dans le cabinet de manière gratuite et en montrant une solution vraiment clé en main. Et moi, j'ai créé du contenu sur la stratégie de inbound marketing ou marketing digital, site internet, etc. Donc on a commencé par ça et puis en fait on s'est rendu compte que les experts comptables n'avaient pas forcément le temps de se former et un peu la flemme aussi. J'aime pas dire qu'on n'a pas le temps, c'est juste que, entre guillemets, on prend pas le temps dans le sens où on considère que c'est pas une priorité et donc du coup on dit qu'on n'a pas le temps, mais quand c'est important, si on a conscience que c'est important pour nous, on va prendre le temps, mais ça veut dire que, entre guillemets,
ils ont pas conscience que le marketing c'est quelque chose d'important. Ils se disent c'est annexe. Oui, après, il y en a qui en ont conscience, mais pour eux, en fait, c'est une sortie de zone de confort. Donc, ils préfèrent peut-être le donner à quelqu'un voilà. de qui c'est le job et pas eux se former à ça. Et en fait, nous, c'est ça qu'on a compris rapidement, c'est que il fallait faire pour eux, ou du moins créer quelque chose qui soit facile pour qu'ils fassent eux, quoi. Donc, parce que voilà, c'est vrai que en fait, dans notre contenu, on montrait comment utiliser plein d'outils sur le marché, et c'est vrai que c'est quand même compliqué techniquement, et donc on s'est dit en fait il faut avoir un outil qui est simple et qui relie tout ce dont l'expert comptable a besoin, et c'est pour ça qu'après on a dévié sur Metacab. Bon, la confrérie on va pas l'abandonner, on a des idées de contenu et tout, mais voilà, après on s'est concentré vraiment sur Metacab. Ça, vous aviez déjà commencé à travailler dessus avant que tu aies ton deck? Ouais, avant que j'ai fini, avant que j'ai validé, ouais. Et j'avais fini mon stage depuis un moment, et puis, ouais. Et du coup, ça t'a paru évident pour toi, même si t'as validé ton deck, tu vois, tu t'es dit, ouais, c'est sur ces projets-là que j'ai envie de bosser et pas forcément ouvrir un cabinet. Ouais, dans l'immédiat, oui. Pour moi, parce que pour moi, en fait, c'est urgent de faire ça. Je me dis que mon cabinet, tôt ou tard, il va sortir. Et tu veux quand même faire un cabinet à un moment. Oui, bien sûr, c'est... Non, mais bien sûr, on n'est pas obligé, hein, peut-être que... Non, on n'est pas obligé, mais j'ai envie. Parce que, ouais, ce contact avec l'entrepreneur, il est intéressant et il me plaît, donc oui, j'ai envie. Mais après, voilà, peut-être pas dans l'immédiat, quoi. Enfin, pour moi, là, le truc qui était urgent, c'était Metacab. Et puis aussi, en fait, quand tu as travaillé sur ton mémoire pendant autant longtemps, c'est difficile de le mettre au placard. Tu vois, ça fait partie de ta vie. Ouais, ça crée une espèce de frustration. Tu te passes ton oral et tu te dis quoi, c'est fini maintenant? Non, moi je veux le valoriser. C'est mon travail, j'y crois, j'ai mis mon âme dedans. Je veux que tout le monde le sache, en fait. Et du coup, Metacab, tu peux expliquer ce que c'est, parce que tu as parlé de la confrérie tout à l'heure. Ouais, donc en fait, Metacab, c'est une plateforme SaaS qui permet à l'expert comptable de développer sa stratégie de marketing et d'inbound marketing de bout en bout, et de développer voilà sa présence digitale vraiment. Donc ça regroupe un éditeur de site internet. C'est un outil qui est super facile d'utilisation, qui fonctionne en glisser-déposer, c'est super intuitif. En plus, on a préparé déjà des thèmes tout près de site internet pour les experts comptables, donc c'est vraiment easy de sortir son site si on a un bon copywriting. Ensuite, on a un module de prise de rendez-vous qui est intégré au site, donc tout ça est relié. Un module de prise de rendez-vous, donc ça permet de créer un calendrier où les prospects peuvent directement prendre rendez-vous avec l'expert comptable. Il y a aussi des formulaires et tout ça c'est connecté à un module qui est inclus, c'est un module CRM. Donc, tu peux expliquer ce que c'est alors, parce que là, tu vois, là je pars loin. Moi, je connais, mais tu vois, par exemple, tu as parlé de copywriting. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est copywriting, ce que c'est CRM? Ouais, donc le copywriting, en fait, c'est toute la rédaction des pages du site de l'expert comptable. Donc voilà, l'enjeu, c'est de mettre en avant les bénéfices que pourront retirer les prospects en travaillant avec l'expert comptable. C'est l'art un peu d'écrire, voilà, d'utiliser les mots. Exactement, c'est l'art de vendre, c'est l'art de se présenter, de se sublimer, on va dire. Voilà, ensuite le CRM, ben ça c'est vraiment le disque, enfin je dis le disque dur, c'est pas vrai, mais c'est la base de données. La base de données, voilà. C'est la base de données où on va retrouver vraiment tous les prospects qui ont laissé leur contact sur le site et aussi ceux qu'on aura réussi à convertir en clients. Voilà, donc il y a vraiment tout la base de données. CRM, ça doit être
customers, relationship management, je pense. Ça. Et en gros, c'est une base de données où on a tous ses clients et ses prospects. On peut leur mettre des tags, on dire peut les segmenter. Ça, c'est une petite entreprise, ça, c'est une grosse entreprise. Là, il y a des salariés, là, il y en a pas. Et potentiellement, après, si on veut développer des offres, on peut se dire, aujourd'hui, je pense que, par exemple, si je crée un cabinet et que je me dis, je veux développer une offre de marketing pour mes clients, de les accompagner, comme tu disais tout à l'heure, sur par exemple les publicités, de te dire je vais filtrer par exemple tous mes clients qui utilisent des ads, ou au contraire ceux qui en utilisent pas, et peut-être que je vais regarder est-ce qu'ils pourraient en utiliser, est-ce que ça serait bien pour eux, et ça permet de filtrer et de pouvoir se dire j'ai que 2 clients, donc peut-être que c'est pas pertinent, ou alors oui, c'est vrai que j'en ai une vingtaine, donc peut-être que je vais leur proposer et voir. Ouais, c'est exactement ça, tu as très bien expliqué, mieux que moi. Et du coup, donc à partir de cette segmentation, dans Metacab, il y a aussi un module qui permet de créer des communications ciblées. Donc celui à qui je veux vendre mon accompagnement pour le marketing digital ou autre, eh bien lui, il va être dans une liste de contacts et qui va correspondre à une séquence d'emails. Dès qu'il aura fait une action, il va sortir de cette liste, peut-être en intégrer une autre. Et en fait, tout ça, ça se fait automatiquement et c'est vraiment super simple à programmer. Ok, voilà. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, tu te considères comme une start-up? Enfin, c'est Metacab, la start-up? Ouais, on peut dire qu'on est une start-up, ouais. Parce que là, que tu vas quand même pitcher. Oui, voilà, on va pitcher cet après-midi, donc... Parce que vous, c'est quoi, du coup, c'est pour faire une levée de fonds, c'est ça? Voilà, oui, l'objectif, ça serait d'avoir des levées de fonds pour pousser vraiment la plateforme au maximum de nos idées, quoi. Parce que les idées ne manquent pas, ça c'est sûr, et donc on aimerait faire évoluer tout ça. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet, le marketing chez les experts comptables. Bon, je pense que tu as dû le voir quand tu as fait ton mémoire, mais quelle est ta vision là-dessus? Enfin, la majorité des experts comptables, je vais le dire crûment, mais ils sont nuls en marketing. Après, on ne l'apprend pas dans le cursus non plus, tu vois. Donc, après, aujourd'hui, c'est un peu regrettable, en fait, parce que ça devient une notion essentielle. Enfin, aujourd'hui, nos clients, ils vont ressembler de plus en plus à ça. Ils ont besoin de ces compétences-là aussi. Et c'est regrettable que dans notre cursus, on apprend des choses parfois un peu compliquées. Là, je repense au SIG. Le SQL. SQL et tout ça, au final, j'ai jamais utilisé ça, en fait. Aujourd'hui, les bases de données, il y a beaucoup d'outils no-code. C'est beaucoup plus intéressant à apprendre. Tu peux expliquer ce que c'est, le no-code? Le no-code, en fait, donc, à l'époque... on nous parlait beaucoup de programmation, et aujourd'hui, il y a énormément d'outils qui ne nécessitent plus de compétences en programmation qui sont sortis dans le marché. Donc, c'est des outils qui fonctionnent très simplement. Souvent, c'est du glisser-déposer. On prend sa souris, on fait bouger quelques éléments et ça permet de créer des workflows, des séquences d'automatisation. Tout ça très simplement. Voilà. C'est ça, c'est très intuitif, et voilà. En fait, par exemple, si vous avez envie de créer un site internet, que ce soit pour votre cabinet ou pas forcément, moi par exemple, quand j'ai créé mon blog, tu vois, tu peux te dire oh là là, mais je vais jamais faire un site, c'est trop compliqué. Et en fait, il existe des outils, ce que tu dis, no code, en fait, qui permettent de ne pas. Enfin, moi par exemple, typiquement, j'ai pas appris à coder parce que là, sinon, j'y serais encore, mon site il serait jamais sorti. C'est clair. Et en fait, c'est des outils qui te permettent de créer simplement, par exemple, un site, mais ça peut être sur d'autres sujets. Et en fait, il faut pas se mettre en fait, quand tu sais pas que ça existe, tu te dis je vais jamais faire un site, c'est trop compliqué, faut que j'y passe des mois à apprendre à coder, etc. Alors qu'en fait, on n'a pas besoin maintenant d'apprendre à coder, et on a ce qu'on appelle du coup le no-code, qui littéralement dire pas de code. Et donc du coup juste c'est limite comme un jeu, tu prends des blocs, tu les déposes, tu les inverses, vraiment c'est super intuitif. Donc si vous voulez créer un site, en tout cas sachez qu'il n'y a pas besoin de faire des études de développeur pour faire ça. Donc du coup c'est dommage que dans notre parcours on nous initie pas en fait à en fait c'est l'entrepreneuriat, je pense, dans sa globalité, où tu vois, on nous apprend pas le marketing, on nous apprend pas la communication, on nous apprend pas nous à se vendre. C'est ça.
à aller chercher des clients, tout ça en fait on l'apprend pas. Nous forme, on est des techniciens, on est des très bons techniciens, mais voilà, c'est tout. Et en plus ça peut servir à la fois pour nous si on monte un cabinet et pour nos clients parce que oui, je pense que tu vois moi j'imagine vu que je connais aussi le marketing et tout, je me dis demain si j'ai un client qui vient me voir, il peut aussi te venir voir en disant j'arrive pas à trouver de clients. Et voilà, là, si tu connais rien et que tu sais juste, entre guillemets, je schématise, mais que tu sais juste lui faire son bilan, tu dis, ok, du coup, votre chiffre d'affaires, il va diminuer. Mais sauf que là, ce qu'il attend, c'est que tu lui dises, est-ce que tu as essayé d'aller faire du réseau, je sais pas, à la CCI, est-ce que tu t'es dans des réseaux d'entrepreneurs, est-ce que tu as un site internet, montre-moi ton site internet, ah oui, ça, tu pourrais changer, ça, tu pourrais modifier, est-ce que tu fais de la pub, est-ce que tu vois, au final, l'entrepreneur, ce qu'il attend, c'est pas, tu lui sors son bilan, je caricature, mais il s'en tape de ça parce que son bilan, d'accord, mais s'il n'a pas de chiffre d'affaires, c'est ça, c'est juste pour lui dire donc dans votre compte de résultat il y aura moins de chiffre d'affaires, oui, mais là, ce qu'il a besoin c'est d'en avoir plus. Et donc c'est là que t'es là où tu peux lui dire, lui donner des pistes. Mais combien de clients moi j'ai pas eu qui parlaient de j'aimerais bien faire un site internet mais je sais pas comment faire, mais c'est là qu'on doit être là en fait. Et il y en a de plus en plus, dans les groupes WhatsApp dans lesquels on est, combien il y a de gens, de collaborateurs ou d'experts comptables qui demandent aux autres, j'ai un client qui veut un site internet, je sais pas quoi lui dire. Voilà. Donc ouais. Parce que c'est pas juste les chiffres et normalement on va vraiment être, entre guillemets, on peut être le coach de l'entrepreneur ou s'il te dit j'ai pas assez de chiffre d'affaires, faut que tu essaies de l'aider pour qu'il en ait plus. S'il te dit j'arrive pas à recruter, pareil. S'il te dit au contraire j'ai trop de clients, peut-être que du coup est-ce que tu peux pas augmenter ton prix de vente et au lieu de refuser des clients à ce tarif-là, peut-être qu'il faut que tu augmentes tes prix comme ça, tu auras une plus forte rentabilité. C'est clair, mais c'est dans tout ça que l'expert comptable a son rôle à jouer, clairement. Moi, c'est ça qui m'a motivée à m'intéresser à ça et à développer cette nouvelle mission. Et ça t'a pas fait peur de te mettre à ton compte Non. Bon, déjà, après, j'étais pas seule, donc c'est vrai que ça aide. Et puis après, forcément, on sait un peu ce que c'est, créer une société, on sait gérer nos obligations. Donc non, ça m'a pas effrayée. Parce que justement, t'as entrepris avec ton conjoint, alors comment c'est de des associés et en même temps d'être conjoint. Après, voilà, c'est des sujets qui nous a animés à tous les deux. Donc, avoir des projets, je trouve que ça anime un couple et que ça le renforce aussi. Tu vois, il y a des personnes qui peuvent se dire justement, moi je veux pas entreprendre avec mon conjoint parce que entre guillemets je veux séparer le pro le perso, parce que en fait la frontière entre les deux elle est, en fait, ce qui peut être compliqué, c'est quand il y a une domination peut-être d'un des deux. Ça peut être compliqué, mais ou même pas forcément si ça il y a des personnes qui savent qu'ils vont être plus on va dire le manager de l'autre et il y en a qui aiment bien être managé, donc au final si ça correspond aux deux donc il faut trouver son équilibre tout simplement. Il y a des gens qui sont pas capables de le faire, nous ça nous a pas effrayé, justement ça paraissait naturel, donc on n'a pas hésité en fait. Et justement, alors si on fait la transition sur le côté vie pro, vie perso, toi comment tu gères cet équilibre? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu te dis que t'as des horaires de travail et à telle heure t'arrêtes? Est-ce que t'es tellement passionnée que tu te dis tu travailles à pas d'heure? Ça c'est très compliqué en fait. Ça c'est rapidement, il y a pas de limite. Nous le week-end on travaille, on marque pas nos week-ends et des fois ça rend un peu fou quoi. Il faut prendre un temps pour soi, c'est très important parce que tu deviens plus stressé, moins efficace, t'as plus les idées claires, au bout d'un moment c'est sûr il faut s'obliger, mais on a beaucoup de mal à le faire, je reconnais. Quand tu aimes ce que tu fais et que t'es passionné et t'arrives pas quoi. Même on fait que on parle beaucoup de ça, mais après voilà, c'est
comme il dit Orelsan, c'est les vacances dans ma tête. C'est vrai, mais physiologiquement, le corps a besoin on peut pas rester déjà concentré plus de 45 minutes. Donc, oui, à un moment donné, il faut un jour de repos dans la semaine et couper, et ça fait du bien. Mais on a beaucoup de mal à le faire, ça, c'est clair. Et vous l'avez mis en place pour l'instant, le jour de repos où vous coupez? On essaye, mais c'est dur. Vraiment, c'est super dur à tenir. Souvent, on n'arrive pas, en fait, à pas travailler un jour. Souvent, il y a toujours quelque chose à faire. Parce qu'en fait, pour vous, c'est pas enfin, entre guillemets, tu le considères pas comme du travail, vu que c'est un truc que t'aimes. Ouais. Ouais. C'est le piège un peu. C'est du travail, parce que c'est beaucoup de travail. En fait, on définit le travail juste par une tâche contraignante contre salaire, mais la réalité, c'est que ça, c'est vraiment du travail. Et ouais, voilà, c'est... Mais ce qui est bien, c'est que si plus tard, tu ouvres ton cap, du coup, t'auras... justement, vu que toi, t'auras été vraiment entrepreneur, et ben tu sais ce que c'est, tu vois. Enfin, oui, nous, voilà, quand on est derrière notre bureau, des fois, et qu'on te dit, oh, il est chiant, le client, il n'envoie pas les pièces, tu vois pas ce qu'il fait et qu'il est débordé. Exactement. Et que... Tu vois pas comment il est organisé, tu vois pas ces vraies problématiques à l'instant T, quoi. Et là, c'est clair qu'en ayant vécu une expérience entrepreneuriale, eh ben, tu te mets parfaitement dans ces pompes, en fait. C'est pour ça que je pense que c'est important d'être, même si on est expert comptable, tu vois, le fait d'être dans son cabinet, d'être un peu entrepreneur. Enfin, pour moi, je pense que les entrepreneurs aujourd'hui, ils attendent aussi de parler à un autre entrepreneur et pas juste à quelqu'un qui, comme on le disait tout à l'heure, qui va juste voir les chiffres. Ben, c'est ça. S'il vient de voir, comprend rien au business, quoi. C'est ça. Non, mais ça, c'est sûr. Moi, je recommande à tout le monde, ben, c'est pour ça de diversifier les expériences et de pas hésiter à se lancer, ouais. Et est-ce que tu t'étais formée un peu à l'entrepreneuriat ou juste non, enfin voilà, t'as fait ta demande de sirettes et c'était parti, quoi. Ouais, c'est parti. Puis après en fait, les questions, elles viennent naturellement, donc forcément tu vas te former comme ça. Enfin, là, comment je dois faire, là, ben voilà, bah tu cherches de toute façon t'es expert comptable, donc tu sais chercher. C'est ça. Bah on nous apprend beaucoup à chercher, on n'a pas forcément toujours la réponse, mais... Après aussi, ce qui est bien, c'est de se rapprocher d'entrepreneurs, et ça apprend beaucoup, quoi. D'échanger sur nos problématiques, et ben, du coup, tu découvres, ah, mais lui m'a dit de faire comme ça, ah, mais c'est trop bien. Et du coup, vous êtes dans des réseaux d'entrepreneurs ou... Après, ouais, dans des espaces de coworking, tout ça, on aime bien. Donc ça, souvent, tu croises des gens, en fait. Et puis après, c'est vrai que LinkedIn aussi, ça crée des liens très facilement, et du coup, pour discuter, tu peux discuter facilement avec parce que justement, vu que là, vous êtes toujours à Dubaï en ce moment, enfin, vous habitez là-bas on y est, mais un peu temporairement, juste pour certaines missions de mon conjoint. Et voilà, après on est sur Paris et dans le sud-ouest. Ben moi je suis dans le sud-ouest. Parce que justement, est-ce que tu te sentais pas un peu seule là-bas, que tu connais personne Non, parce que là-bas c'est super dynamique, justement. T'as un gros réseau de Français, des espaces de coworking, c'est pas ça qui manque, et les entrepreneurs non plus. Donc vraiment, c'est un environnement très propice à l'entrepreneuriat, et tu peux pas te sentir seule, vraiment. Parce que des fois ça peut faire peur si jamais on veut changer de pays, tu vois, de se dire ouais, je connais personne. Dans d'autres pays anglo-saxons, il y a pas mal de choses comme ça. Je sais qu'en Australie aussi, il y a un réseau de coworking comme ça. Donc, et en Australie, bon, certainement ailleurs, au Canada, aux États-Unis. Oui, parce que tu vois, ça me faisait penser quand tu disais que t'étais entourée, que en fait, des fois, on peut croire que quand, entre guillemets, on est seul, enfin, on peut être seul et, par exemple, entreprendre seul ou être seul dans un nouveau pays et pourtant se sentir entouré. Et à l'inverse, on peut être entouré et se sentir seul parce que les personnes de qui on est entouré ne nous ressemblent pas ou autre. Ouais, ou nous comprennent pas. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tant qu'on n'a pas baigné dans ça, vraiment, l'esprit, il peut pas s'ouvrir.
je sais pas, t'as beau lire des choses et tout, tant que toi-même t'as pas entrepris, tu connais pas cet état d'esprit, en fait. Il faut passer de la théorie à la pratique. En fait, faut vraiment passer le cap de je suis plus salarié et je suis entrepreneur. C'est le seul pas qui permet de s'ouvrir. Et là, maintenant que tu es entrepreneur, est-ce que tu devrais retourner salarié ou non, c'est impossible? Non, franchement, non. Après, voilà, je pense que chacun a ses appétences. Il y a des gens qui ont la fibre comme toi, et d'autres qui se sentiraient totalement inconfortables dans cette position. Mais moi, je regrette vraiment pas, non. Non, ça me va très bien. Et tu dis que tu regrettes pas, alors t'es fière de ton parcours? Ouais, franchement, même si j'ai galéré, mon parcours, voilà, il fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il m'a enrichi. Tu fais un truc que tu kiffes. Voilà, j'ai suivi ce que j'aimais, donc ça c'est vraiment l'essentiel, quoi. Moi, l'angoisse, pour moi, c'était quand je voyais des gens qui travaillaient là depuis 20 ans. Mais ouais, moi je suis pareil, tu vois, genre t'arrives dans une entreprise ou un cabinet, si quelqu'un te dit, même, tu vois, ça fait 10 ans que je suis là. Oh la vache, je dis, ouais. mais je me dis, tu vois, limite c'est triste, alors qu'en soi, si la personne ça lui va, genre tant mieux, tu vois. Mais moi je me dis, oh là là, mais comment c'est possible? Après, c'est vrai que 10 ans, ça passe vite quand même, on s'en rend pas trop compte, mais 20, 30, là, c'est fou, quoi. Toute sa carrière dans le même cabinet, je trouve ça fou. Et le pire, ce qui est encore plus fou, c'est quand les gens sont malheureux. Que tu vois qu'ils sont malheureux, qu'ils sont pas épanouis, mais ils sont là, ils partent pas parce qu'ils ont peur. Tu vois. Et ça, je trouve ça encore plus fou. Peur de partir, peur de changer d'environnement. Il faut pas avoir peur de changer. Non, moi c'est. Faut prendre son destin aussi en main des fois, et si ça. on est entre guillemets malheureux, ouais, il surtout, faut. Oui. Enfin, après, oui. voilà, c'est des bonnes paroles et il y a des cas particuliers, mais moi j'aime bien dire que, tu vois, un peu on choisit d'être heureux, tu vois, même si, bon, en fonction des contextes, c'est plus ou moins facile, mais je veux dire, à un moment, il faut, par exemple, quand on est dans la compta, on sait qu'il y a plein. Enfin, tu sais que tu vas forcément retrouver un job. Donc déjà, tu peux juste changer de cabinet pour voir si est-ce que c'était une histoire de cabinet, est-ce que c'était vraiment la compta que t'aimes pas. Voilà, c'est ça. En fait, on a la chance quand on est en compta de pouvoir vraiment retrouver un job facilement et de pas forcément avoir la pression de se dire je vais être au chômage et je vais pas avoir assez pour me loger, pour me nourrir, etc. Donc ne pas hésiter à changer quand ça nous plaît pas, parce qu'on a cette chance-là justement d'être dans un domaine qui recrute. Complètement. On a l'embarras du choix. Hein. Faut pas. Et comme tu l'as montré, on peut faire plein de choses différentes. Tu vois, tu disais dans les différents cabinets où t'as été, enfin ça t'a apporté des choses à chaque fois et tu regrettes pas au final d'avoir changé. Non, même si des fois c'est douloureux ce qu'on peut vivre, franchement non. À chaque fois, ça a été des bonnes décisions. Enfin bon, après voilà, on sait pas sur le moment à quoi s'attendre et on sait toujours ce qu'on laisse et jamais vers ce vers quoi on va. Ce vers quoi on va, merci. Mais bon, il faut être un peu kamikaze, mais après, on est content, quoi. Et qu'est-ce que... Alors, question à 100 000 €, qu'est-ce que tu dirais à la Maïté qui a une vingtaine d'années, qui est en DCG, là? Si aujourd'hui, tu la croisais, qu'est-ce que tu dirais? Elle veut être expert comptable? Ouais, je lui dirais que c'est une bonne idée, hein. Mais voilà, après... faire plus, peut-être aller en alternance et puis s'intéresser plutôt à l'audience et à la communication, à développer son réseau. Voilà, ça je lui dirais ça. Ça c'est quelque chose que j'ai pas capté assez vite en fait. Aujourd'hui avec le recul, je me dis si t'avais déployé ton audience plus tôt, après en fait, c'est ça. C'est l'audience qu'il faut développer. Après, quand tu as ton audience, tu peux vendre ce que tu as envie, tu peux entreprendre.
il y a des gens qui te donnent la visibilité et ça, c'est super important. Enfin, Et comment tu ferais alors pour développer ton réseau si t'es, parce qu'en ouais, DCG, si c'est t'es compliqué, étudiant, tu ben, vois. complètement. Mais en fait, aujourd'hui, je trouve que LinkedIn, c'est un pouvoir extraordinaire. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui en train de parler. Complètement, déjà, on se serait pas rencontrés. C'est un pouvoir extraordinaire. Et en fait, il faut pas hésiter, je pense, à s'exprimer, à aborder des sujets qu'on aime. C'est une façon de montrer notre personnalité, notre profil. Aujourd'hui, par exemple, toi, Julie, pour moi, t'as pas à justifier qui t'es quand tu vas postuler. Non, bah, Tu vois, limite, j'ai pas, enfin, entre guillemets, j'ai pas donné de CV parce qu'en fait, mon CV Exactement. est plus qu'un CV. Il y a, enfin, entre guillemets, tout ce que je pense. Tu regardes mon profil. Exactement. On voit ce que tu as envie de faire, on voit ce que tu es capable de faire. Enfin, pour moi, LinkedIn, c'est surpuissant et franchement, éclatez-vous à créer du contenu. N'ayez pas peur, quoi. Enfin, parce que voilà, vous allez poster. Le post, au pire, il va partir si ça marche pas. Enfin, c'est pas un problème. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose que j'aurais fait, ouais, plutôt. Mais du coup, t'es plutôt réseau, on va dire, virtuel. Tu penses pas à, genre, je sais pas, Ah oui, réseau physique aller aussi, dans bien des sûr. événements ou... Ouais, Si, aussi, ça en fait partie, bien entendu. Mais après, quand t'es étudiant, c'est peut-être compliqué de participer à tout. Des fois, c'est payant. Enfin, voilà. LinkedIn, c'est gratuit, quoi. Pour le moment. Ouais, pour le moment, c'est pas gratuit et il faut en profiter. Et après, c'est pas forcément que poster, ça peut être aussi juste suivre les actualités, liker des choses ou enfin parce que ça plus que on n'est pas forcément obligé, je pense, de se créer une audience, une communauté et tout, un peu comme moi je l'ai fait, mais juste ça permet de s'intéresser au secteur, tu vois, de savoir ce qui se passe. Tu vois, il y a plein de personnes, par exemple, peut-être des personnes qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est la facture électronique, alors que tu vas sur LinkedIn, enfin, je veux dire, tu es au courant de ce qui va arriver, des mutations, de Dracarys, qu'est-ce que c'est, enfin, tout ce genre de choses dont on parle dans le podcast. Et que je demande à chaque fois à l'invité d'expliquer, mais parce qu'en fait, ça te permet de faire une veille sur le secteur et de mieux comprendre. Complètement. Ça permet de faire une veille sur ce qui se fait et aussi, ah tiens, ça pourrait m'intéresser. Je vais approfondir, suivre telle et telle personne. De nouer des contacts, potentiellement, ça peut être de trouver un job. Enfin, je veux dire, t'échanges avec des personnes et puis après, ah bah tiens, je cherche une alternance, je cherche un job et la personne va te prendre parce que peut-être que ça fait 6 mois que vous discutez et que forcément, elle va préférer te prendre toi plutôt que... C'est ça. En tout cas, c'est super bénéfique, quoi. Qu'on soit étudiant ou même si on voit plus loin et qu'on s'imagine entrepreneur plus tard, ça a tout son intérêt. Voilà, moi, c'est ça que je me dis. Je voulais être entrepreneur, j'aurais dû déjà m'y mettre. Mais bon, après, en plus, j'aime bien créer du contenu, ça me gêne pas. Je regrette ça. Top. Bah, merci Maïté. Alors, on a des questions. Oui. Des petites questions. J'ai demandé à nos auditeurs s'ils avaient des questions à te poser. Alors... si aujourd'hui il y a des personnes qui nous écoutent, peut-être qui font des études de compta et qui veulent se former au marketing, comment tu fais pour se former en marketing parce que c'est pas des choses qu'on voit en cours? Alors aujourd'hui, il y a énormément de contenu sur YouTube. Je pense que c'est une très bonne école. Enfin, déjà c'est un bon début quoi. Si t'aimes pas trop lire et tout, après voilà, dans les bases de données, c'est pas ça qui manque, surtout au niveau de l'ordre. Enfin. Et puis après, le meilleur conseil, c'est d'essayer de faire soi-même. Je sais pas si vous avez un petit projet ou quoi, essayez de passer à l'action. Ok, ça marche, top. Bah, en fait, on a plein de contenus qui sont gratuits sur Internet et il n'y a pas forcément besoin d'acheter une formation, vraiment. Pourquoi avoir passé le DEC si c'est pour ne plus faire de compta, là, pour le moment en tout cas? C'est vrai que moi, c'est une question que j'ai aussi. On me dit pourquoi tu veux passer le DEC, je comprends pas. Tu dis que t'aimes pas la compta. Un passeport qui nous offre l'accès à une profession et donc si c'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être demain et ça a tout son sens. Voilà, c'est un passeport d'indépendance et de crédibilité.
même dans le monde en tant qu'entrepreneur, dire qu'on est expert comptable, voilà, on le disait en off, un beau masque de crédibilité. Ou même, par exemple, tu fais un prêt à la banque, tu dis que tu es expert comptable, entre guillemets, c'est pas pareil que... Voilà, forcément, ils se doutent que tu vas un minimum savoir gérer ton compte en banque, etc. Alors toi, non, t'avais passé un master CA, donc t'as pas vraiment fait le DSCG, mais la question à la base, c'était est-ce que le programme de marketing qui est vu en DSCG, c'est suffisant pour un expert comptable aujourd'hui qui veut lancer son cabinet, par exemple, et qui a aucune notion en marketing? Mais bon, toi, peut-être que... Je pense que c'est à peu près la même chose qu'en master CCA au niveau du marketing, mais en gros, on t'explique les 5P, des trucs un peu, des trucs théoriques, tu vois. Mais par exemple, inbound, outbound, on t'explique pas ce que c'est. Et je pense que... je réponds du coup un peu pour t'aider, mais je pense que c'est pas suffisant et qu'il faut... Ouais, moi, j'ai mes souvenirs de DCG. C'est vrai que c'était super théorique. Aujourd'hui, c'est bien, mais c'est bien de connaître ses points forts, ses points faibles, etc. Et d'avoir une vision de son propre marché, c'est important. Mais après, ça permet pas un passage à l'action. Enfin, je sais pas, c'est pas assez concret, quoi. Ouais, c'est ça. Ça te sert à avoir une vision globale de ta boîte, mais à un moment, il faut taper dedans, quoi. Exactement. Parce que si tu restes juste avec ta belle étude et qui est sur le côté et que t'as pas de clients et t'attends qu'ils viennent à toi, en fait, ils vont pas venir à toi. Donc, c'est à toi d'aller les chercher. Voilà. Donc, je pense qu'il faut se former en plus. Il faut s'intéresser à la matière, à la pratique. C'est ça. Écoute, c'était les questions que j'avais. Moi, j'en ai fini pour le moment. On va vous laisser, nous on va aller déjeuner ensemble. Oui. Merci Maïté en tout cas pour ton temps. C'était super intéressant. Ça montre qu'on n'est pas obligé de faire que de la compta, même si on a le deck. Mais non, avec le deck, le monde est à vous. Merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à 2 amis, c'est gratuit. La semaine prochaine, on retrouve Léopold. Après une expérience en Data Analytics chez Deloitte, il a décidé d'arrêter son stage de DEC pour devenir DAF à 25 ans dans une start-up. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.